Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer le sujet suivant. Campeur ou garde forestier de Reddit, quelle est la chose la plus troublante qui vous soit arrivée dans les bois? Si vous avez des histoires dans le même thème, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. C'est parti. Lorsque j'étais enfant, ma famille avait l'habitude de camper dans le parc Algonquin, en Ontario. On aimait faire des randonnées en journée avec notre chien. Le chien adorait courir le long du sentier. Il faisait des allers-retours entre mes parents, mon frère et moi. Ce sentier se terminait par une falaise. Mon frère et moi nous sommes arrêtés pour admirer la vue, et mon chien est arrivé quelques secondes plus tard. Il filait à toute allure. Il tente de freiner, mais l'élan l'entraîne dans le vide. On a paniqué. Notre chien venait de tomber de la falaise, avec un dénivelé de 15 à 20 mètres. Je me suis aventuré sur le bord pour jeter un œil. Mon chien avait atterri d'une manière ou d'une autre sur un rebord qui se trouvait à environ 3 mètres de profondeur. Merde. Et maintenant quoi? Au moindre mouvement, mon chien allait tomber. C'était une pente abrupte et il n'y avait aucun moyen de descendre. Sur le sentier derrière, un randonneur avec un équipement d'escalade complet surgit de nulle part. L'Algonquin n'est pas une région connue pour ses activités d'escalade. Je n'ai vu personne avant ou depuis avec du matériel sur ce sentier. Le type a assuré la descente, il a sauvé mon chien, puis il a plié bagage et il est parti. Il n'est même pas resté assez longtemps pour que je puisse lui demander son nom ou lui dire merci. Il est simplement retourné au sentier et il a disparu. En résumé, je suis allé camper avec un meurtrier par erreur. Après ça, j'ai dû aider les policiers avec leur enquête. Quand j'avais environ 18 ans, j'ai fait un voyage en voiture avec quelques amis, pendant environ 7 heures, jusqu'à la forêt nationale d'Apalachicola, près de Tallahassee, en Floride. Nous allions faire un peu de camping en voiture et boire quelques bières glacées, le genre de truc que font les jeunes de 18 ans. Comme nous ne voulions pas être dérangés par les gardes forestiers, nous nous sommes bien enfoncés dans les bois. Nous sommes bien arrivés, et nous avons installé le camp, et puis nous avons bu nos Natty Lights. Un autre gars et moi avons décidé d'aller explorer un peu. Donc nous avons marché environ 100 mètres depuis notre site jusqu'à la route principale. Nous avons vu un autre chemin juste en face et nous avons commencé à marcher. Puis, on est tombé sur un site bizarre. Nous avons immédiatement commencé à avoir des signes indiquant que quelqu'un avait vécu là pendant un certain temps. De gros sacs d'ordures, des choses comme ça. Ça aurait dû être un signe pour nous pour faire demi-tour. Mais vous savez, on avait 18 ans. Pour nous, rien ne pouvait nous faire de mal. On arrive donc au camping d'un vieil homme qui vit dans sa camionnette. Il y a des cordes à ligne, des glacières autour et un gros chien magnifique. Je pense que c'est un Golden Retriever. On a essayé de reculer, mais il nous a vus et a commencé à nous parler. Il était assez amical et il nous demande d'où nous venons. Il nous parle de quelques endroits sympas à visiter dans le parc. Nous finissons par discuter pendant 10 minutes et on repart. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était étrange qu'il donne des indications en pas, et non en yards ou en miles. Le type n'avait pas un bon équilibre. Il n'a pas trébuché, mais c'était comme s'il marchait avec une jambe en bois, en se balançant d'un côté à l'autre. Il était super excité de parler des parcs nationaux et des forêts aux alentours. Ok, cette partie de l'histoire est terminée. Nous sommes retournés à nos tentes. 2 mois plus tard, le même ami appelle tard dans la nuit et me demande d'allumer la télévision pour regarder les infos locales. Je vois un vieux monsieur avec une camionnette. Je ne vois pas où il va en venir et je lui en ai voulu pour m'avoir réveillé. Il me dit « Non, juste regarde la télé ». Et puis, j'ai vu le Golden Retriever et j'ai tout compris. C'est quoi ce bordel? Cet homme s'appelait Gary Michael Hilton, condamné pour au moins 4 meurtres. Il avait kidnappé et assassiné une fille à Blood Mountain, dans l'état de Georgie, un couple âgé à Pisgah, en Caroline du Nord, et une fille à Apalachicola, dans ce camping, seulement peu de temps après notre départ. Oui, les mêmes endroits dont il nous avait parlé. Évidemment, on a immédiatement appelé les flics, qui nous ont mis en contact avec le FBI et nous ont fait transporter par avion pour amener les enquêteurs sur le site du camp. Nous leur indiquons chaque endroit où nous avons vu quelque chose, nous leur rapportons exactement ce qu'il nous a dit et nous leur montrons les endroits qu'il nous a décrits. Je ne l'ai appris qu'après le procès, mais apparemment, ils ont trouvé ce qui ressemble à des os humains partiellement détruits dans une zone proche du site. J'ai dû reprendre l'avion pour témoigner. Ça s'est passé en hiver. Je campais dans les îles Keys de Floride.
J'ai réussi à survivre aux serpents et aux alligators, ainsi qu'aux scorpions qui se glissaient dans mes chaussures la nuit. Mais il y a une expérience que je n'oublierai jamais. Mon campement se trouvait à côté d'une ancienne carrière de pierre qui s'était remplie d'eau et constituait un bon endroit pour nager et s'approvisionner en eau. Il y avait aussi une ancienne décharge près de cette carrière, avec des poêles de friture, des réfrigérateurs et d'autres déchets. Elle était là depuis un certain temps, mais rien de nouveau n'y avait été jeté depuis longtemps. Un jour, un homme est arrivé et il m'a dit qu'ils allaient nettoyer la décharge et brûler une partie de la ferraille, et que je ferais mieux de déplacer ma tente. J'ai donc rassemblé toutes mes affaires et j'ai reculé de quelques centaines de mètres dans les bois. Ce jour-là, ils ont commencé à brûler les déchets, et je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je monte dans ma tente le soir. Dès qu'il a fait nuit et que je me suis endormi, ma tente a été recouverte d'une centaine de rats. Je suppose qu'ils avaient quitté la décharge à cause de l'incendie et qu'ils se promenaient à la recherche de nourriture. Ils étaient partout, grimpant le long de mes cordes et sur le toit de la tente. J'en ai secoué le plus possible, j'ai allumé un feu et je suis resté debout toute la nuit, en espérant qu'ils ne reviendraient pas. Ils semblaient être partis, et la nuit suivante, je suis resté au même endroit. Je pensais qu'ils étaient partis chercher une autre décharge ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le cas. À la nuit tombée, ils sont tous revenus, et ils étaient beaucoup plus nombreux. Je les ai à nouveau chassés de la tente et j'ai allumé un autre feu. Le matin venu, j'ai plié bagages et je suis parti vers un nouvel endroit, loin des rats. Alors que je marchais sur l'autoroute en réfléchissant à une nouvelle destination, j'ai vu près de cet endroit un alligator mort de 3,5 mètres qui avait rampé hors des mangroves. Il était à quelques mètres seulement de l'endroit où j'avais campé quelques semaines plus tôt. À ce moment-là, j'ai décidé que mon aventure de camping en Floride avait duré assez de temps, et j'ai pris le chemin du retour. Lorsque j'étais jeune, de 5 à 11 ans, mon père vivait dans une vieille cabane en bois à environ 20 km à l'ouest de Sheridan, au Wyoming, dans les collines de Bighorn Mountains. Chaque année, lorsque je lui rendais visite, nous partions dans les montagnes pour faire de la randonnée et pêcher pendant le week-end. On garait le camion, on marchait jusqu'à une zone reculée et on se mettait à pêcher la truite en chemin. On finissait par installer notre camp quelque part en fonction du trajet. Nous avons rencontré un certain nombre de choses étranges et on se retrouvait parfois dans des situations effrayantes avec des animaux sauvages. Mais celle qui m'a le plus marqué s'est passée dans un ancien camp abandonné que nous avions trouvé. Nous avons descendu une pente très raide pour atteindre un ruisseau qui avait été bloqué par les castors. Dans l'espoir d'attraper de bonnes truites, j'étais monté sur une corniche en roche et je cherchais un moyen de descendre. Et c'est là que j'aperçois la poignée d'un vieux fusil rouillé qui dépassait d'un arbre à environ 10 pieds au-dessus du sol. L'arbre avait poussé autour du canon, des années auparavant. Mon père et moi sommes descendus pour voir de plus près et nous avons trouvé une petite grotte à la base de la formation rocheuse. C'était une profondeur de 12 mètres seulement. Cette grotte ferait un bon abri naturel, mais elle serait vraiment horrible si vous vouliez installer un campement à long terme. À l'intérieur, on a trouvé un tas de très vieilles choses. 3 boîtes de conserve non ouvertes, une vieille marmite en fonte rouillée de part en part, une vieille selle et une bride rouillée, ainsi qu'une couverture en laine très détériorée. Elle était enroulée et attachée avec une ceinture en cuir. En déballant la couverture, on a trouvé plusieurs objets personnels, notamment un vieux revolver rouillé qui marchait à la poudre noire. Il y avait une sacoche en cuir qui contenait de la grenaille en plomb, une corne à poudre sans poudre noire, 2 vieilles cartouches ternies, probablement pour le fusil dans l'arbre, un rasoir et, plus troublant encore, une chemise trouée et dont plus de la moitié était tachée de sang séché. Alors que nous étions là à réfléchir à ce que tout ça signifiait, je me suis rendu compte à quel point cet endroit était isolé, même à notre époque. Nous étions en juillet 1985. Le fait que le propriétaire de cette chemise était gravement blessé, coincé dans un trou au milieu de nulle part, m'a donné des frissons. La seule chose qui m'a permis de dater un peu ce sinistre campement était le pistolet et le fusil. Tous deux fabriqués dans les années 1870, selon mon père. Il est impossible de savoir ce qu'il est advenu de l'homme qui possédait tous ces objets, mais entre le fait qu'on lui a tiré dessus 2 fois avec une arme à feu ou des flèches, et que ces biens se trouvent là où il les a laissés, peut-être 100 ans plus tard, montre qu'il est très peu probable qu'il ait quitté cette région en vie. Découvrir une scène de crime vieille de 100 ans dans une région sauvage très reculée m'a donné la chair de poule. Mais surtout, ça m'a rendu triste de savoir à quel point cet homme a dû se sentir seul et sans espoir au moment de sa mort. C'était en 1985, j'avais 9 ans et nous étions partis en randonnée dans cette région sauvage pendant 2 jours. À l'époque, les appareils photo étaient assez lourds
et nous n'en avions jamais apporté, et le GPS n'avait pas encore été inventé. J'ai demandé à mon père si je pouvais garder le pistolet, et il m'a simplement répondu « Ce n'est pas à moi de le donner, nous ne sommes pas des voleurs ». Il a préféré me donner une leçon sur le respect des morts et la préservation de l'histoire. Il avait tout inspecté avec soin, et nous avons tout remis en place, exactement comme nous l'avions trouvé. Mon père m'a ensuite demandé d'enlever mon chapeau et d'observer un moment de silence et de réflexion, en signe de respect pour l'homme qui avait perdu sa vie dans cette montagne. Après ça, on est allé pêcher. Au fil des ans, j'ai essayé à plusieurs reprises de retrouver cet endroit, surtout depuis que j'ai mes propres fils, mais je n'y suis jamais parvenu. Il y a quelques semaines, lors d'un voyage en voiture de British Columbia à San Diego, nous sommes tombés sur un terrain de camping, juste à l'extérieur de Crescent City, en Californie. J'ai remarqué quelques tentes éparpillées dans un spot de camping, mais personne ne se trouvait à proximité, et il y avait beaucoup de place. Nous voulions nous coucher tôt, j'ai donc allumé un feu et ma copine a commencé à cuisiner. On a mangé et on a bu quelques bières. Puis, nous sommes rentrés dans notre tente à 21h avec notre chien. On avait une tepuis. C'est un type de tente qu'on déploie au-dessus de notre voiture. Cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. Je me suis réveillé plusieurs fois, mais j'ai fini par trouver le sommeil. Dans l'obscurité totale, toutes les fenêtres et les toiles de notre tente étaient fermées. Mais j'ai été réveillé vers 1h du matin par quelqu'un qui sifflait à l'extérieur. Il sifflait l'heure de When the Saints Come Marching In. Après quelques minutes de ce sifflement répétitif, j'ai donné un coup de coude à ma copine, qui s'est réveillée, qui était manifestement effrayée elle aussi. Le sifflement s'est alors transformé en chant, du genre « Quand on dort ici, on manque de respect, et quand on manque de respect aux Marines américains. » La personne s'est ensuite mise à dire des mots comme « Partez »,« Fuyez ». Le ton devenait de plus en plus agressif, et on a finalement décidé de faire quelque chose. J'ai lentement ouvert la tente pendant que notre chien de garde ronflait, et j'ai sorti la tête de la tente. J'ai pris quelques secondes pour laisser mes yeux le temps de s'adapter, et pouvoir discerner où se trouvait le gars. Je me suis senti plus confiant, alors je suis descendu. Ma copine m'a passé le chien, et elle est descendue aussi. On a partiellement démonté la tente aussi vite qu'on pouvait, et on l'a jeté dans le coffre. L'homme était toujours en train de siffler. On est monté dans le pick-up et on s'est rendu à un motel à Crescent City. Le lendemain matin, on est retourné chercher les affaires qu'on avait laissées là-bas. Une fois sur place, on a rencontré une famille qui avait campé quelques dizaines de mètres plus loin. Ils nous ont fait savoir que ça avait duré encore 2 ou 3 heures, et que c'était la chose la plus terrifiante qu'ils aient jamais vécue. Mon père faisait du camping au Canada. Un soir, il dormait nu dans sa tente, dans un coin de forêt près d'une voie ferrée. Au milieu de la nuit, un ourson s'est approché de la tente et l'a saccagé. Mon père, qui avait les cheveux longs et une barbe à l'époque, a saisi un long couteau de chasse, il est sorti de la tente et il a vu l'ourson. Il sait que là où il y a un ourson, maman ours n'est jamais trop loin. Il recule près de la voie ferrée jusqu'au moment où un train de marchandises arrive au petit matin. Il voit le conducteur le regarder avec terreur. Il pensait que ce hippie barbu aux cheveux longs, armé d'un grand couteau, allait essayer de détourner le train. Plus tard dans la journée, mon père a reçu la visite de la police montée. Ils lui ont demandé s'il avait vu des hippies armés dans les parages. Mon ami et moi faisions une randonnée à l'aube, lors d'un séjour en camping. En marchant le long du sentier, j'entends un son qui ressemblait à un gazouillis d'oiseaux près de mon oreille. Environ une seconde plus tard, un arbre éclate à côté de mon ami. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que le son était le craquement d'une balle, juste à côté de nos têtes. On nous avait tiré dessus. Nous en avons informé le garde forestier vers midi, et il a fini par trouver un vieil homme qui chassait illégalement. Je ne sais pas s'il a été inculpé de quoi que ce soit. J'étais en randonnée avec un ami dans les montagnes de Caroline au milieu de l'hiver. On a fait une journée de marche de l'endroit où nous avions garé la voiture, si bien qu'au moment de monter le camp, nous étions à des kilomètres de l'être humain le plus proche. On a monté la tente et on a préparé à manger. La nuit était noire et on se passait une flasque de whisky près de notre feu pour faire passer le temps. À un moment, on a commencé à se sentir bizarre. On avait la sensation de ne pas être seul. Puis, on a entendu quelque chose bouger dans l'obscurité. On est resté figé. On l'entend à nouveau, mais le plus terrifiant c'est que cette fois, on se rend compte que, quoi qu'il y ait dans l'obscurité, il y en avait plusieurs.
et ces choses avaient l'air massives. Mon ami et moi, on se regarde dans les yeux, on était trop effrayés pour faire du bruit, et on se met d'accord que effrayer ces choses, c'est notre meilleure option. Il prend un grand bout de bois dans le feu, et moi, j'attrape l'un des rochers que nous avons placés en cercle autour. J'avais tellement peur que je pouvais à peine respirer. Mais ensemble, on crie aussi fort que possible, et on fonce dans l'obscurité. Et c'est alors qu'on a vu les yeux de ces monstres féroces. C'étaient des poneys. Ils n'ont pas du tout réagi aux deux fous qui hurlaient à tue-tête au milieu de la nuit. Ils se contentaient de nous fixer, totalement indifférents. Putain de poneys. Lors d'un voyage en voiture avec un ami, on a emprunté un soir un sentier dans le Colorado. On voulait camper sans avoir à payer pour un emplacement. Nous avons trouvé une petite clairière près d'un ruisseau. Mon ami a monté une tente et j'ai décidé de dormir à la belle étoile. Au moment où on s'apprêtait à dormir, une autre femme est arrivée et elle a également planté sa tente dans la clairière. Je ne me sentais pas très bien ce jour-là et j'étais très fatigué. J'ai donc dormi comme une marmotte cette nuit-là. À mon réveil, un rangeur m'a secoué et m'a demandé si j'avais vu où était passé l'ours. L'ours? Quel ours? Je lève les yeux et je vois la tente de la femme en lambeaux. Il s'avère qu'elle avait laissé sa nourriture dans sa tente cette nuit-là. Nous avions accroché la nôtre à un arbre. Un ours curieux est passé à 4 heures du matin pour prendre un casse-croûte, en déchirant sa tente. L'ours lui avait même laissé ses griffes sur le front. Elle a décidé de partir, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pris la peine de nous réveiller, mon ami et moi, pour nous informer de la présence de cet ours affamé.